Fabienne, merci de nous rejoindre cet après-midi. Ce vendredi après-midi, 16h30, on a tous plus ou moins une semaine derrière nous. Souvent, on est peut-être un peu plus fatigué. Fabienne, cela fait 20 ans que tu accompagnes des dirigeants, que tu accompagnes des entreprises, des petites, des startups, mais aussi de très grandes entreprises, des entreprises qu'on voit cotées en bourse au CAC 40. 20 ans que ton chemin de vie t'a amené sur ce métier qu'on appelle executive coach, voilà, qu'on peut aussi appeler d'autres éléments. Tu te définis comme guide en terres inconnues, guide de navigation en terres inconnues. Voilà. Aujourd'hui, tu voulais nous parler du sujet suivant, comment naviguer en terres inconnues avec sérénité sur le volet pro et perso. Pourquoi as-tu souhaité nous parler de ce sujet aujourd'hui? Parce que enfin, c'est un sujet qui concerne la plupart d'entre nous, parce qu'on s'est pris une énorme claque à l'arrivée de ce confinement, et je pense que beaucoup de personnes ont mis quelques jours, voire quelques semaines pour réaliser ce qui est arrivé. Et que de mon point de vue, cette incertitude qui a jailli dans nos vies depuis quelques mois, en fait, c'est la nature même de la vie que d'être incertaine. Et voilà, ça faisait quelques siècles que nous avions oublié cela. Le mythe du progrès continu et le mythe voilà, du résultat, des objectifs et ce désir sur lequel nous étions montés pour contrôler nos vies nous couper en fait de cette réalité qui fait très peur et qui en même temps ouvre à plein de champs de possibles que nous avons besoin d'apprendre à naviguer dans cette nouvelle terre. Et cette terre, c'est la terre intérieure et c'est aussi la planète. Et notre terre intérieure ainsi que notre planète, nous avons des repères, ils existent, mais peu de gens les connaissent. Et donc, mon désir, c'était de partager la boussole et des nouveaux repères qui sont humains, qui nous appartiennent, mais que nous n'avons pas appris à connaître à travers notre éducation et notre culture. Alors, tu nous dis qu'il y a eu un choc important. Effectivement, je crois que se retrouver du jour au lendemain à freiner ou à être obligé de freiner dans ses activités débordantes, même si en ce moment j'ai l'impression que l'accélération est repartie. Ouais. C'est pas si évident que ça. Tu nous indiques qu'il peut y avoir des boussoles qu'on peut avoir des points de repère, mais comment on s'y prend pour y aller? Comment on s'y prend pour les trouver? C'est loin d'être évident. En fait, le grand changement de paradigme et donc de mindset, de regard, si je veux descendre au plus simple que nous avons à entreprendre quelque part, c'est de sortir de la croyance que notre sécurité va venir de l'extérieur. Et donc, cette boussole, elle est à l'intérieur de nous. Donc, ce que nous avons à découvrir, c'est que nous avons une boîte noire à l'intérieur de nous qui contient un tableau de bord fantastique. En fait, c'est un vrai laboratoire intérieur et qui est à portée de notre être pour nous permettre, tel que vous le voyez chez les animaux qui sont et dans toute la nature, un principe du vivant qui nous permet de sentir ce qui se passe en nous et à l'extérieur de nous, donc et de travailler avec ça. Donc, en fait, la boîte noire, si tu veux que j'aille un peu plus loin sur la boîte noire directe. Donc, en fait, il y a si je veux condenser et simplifier cette carte, en fait, c'est comme une carte du navigateur en terre. Donc, imaginez, vous êtes sur une terre et vous avez été projeté dans la tempête. C'est là où nous sommes aujourd'hui. Et puis, vous voulez récupérer une terre ferme, une terre sur laquelle vous pourriez sentir un peu plus en sécurité. Et il se trouve que cette sécurité, elle existe. Elle est tout à fait on peut tout à fait la découvrir
mais en nous. Et donc, cette carte, elle a quatre étapes, en fait, parce que c'est des étapes chronologiques, mais elles sont itératives. Donc, la première, c'est déjà d'accepter notre réalité. Alors, quand je dis ça, c'est accepter ce que nous ressentons, ce que nous vivons à l'intérieur de nous et ce qui se présente à l'extérieur de nous. Et voilà, donc la première étape, c'est d'arrêter de chercher à vouloir être quelqu'un d'autre, à vouloir vivre quelque chose d'autre, à vouloir revenir comme avant, par exemple, à vouloir absolument garder les mêmes conditions de vie que nous avions auparavant, si je me remets dans la situation que nous vivons aujourd'hui. Et accepter cette réalité, ça veut dire regarder ce qui est, en acceptant de ne pas savoir ce qu'il va y avoir. Donc, c'est quand même une présence à soi et à notre situation à laquelle on va porter toute notre énergie qui va passer de la tête, de ce que l'on pense, à nos sensations, qui est une expérience physique. Donc ça, c'est vraiment une étape essentielle qui demande souvent un travail pour beaucoup d'entre nous qui n'avons pas été habitués à habiter notre corps quelque part. À partir de ce moment-là, eh bien, je peux passer à la deuxième étape qui est de commencer à donner du sens à ce que je vis et donc à discerner entre ce que je crois vivre avec ma tête et ce que mon être profond vit réellement. Donc, c'est une étape de discernement, de conscience de soi, d'ouverture de conscience qui demande d'accepter de ne pas se juger, donc d'accepter d'accueillir et de la part ombre, les mécanismes de défense, les peurs, les craintes qui nous habitent. Donc, c'est un travail de transformation intérieure qui se fait, et c'est là un des messages en fait que j'aimerais passer à travers ce webinaire, c'est que nous nous sentons tous, c'est pas notre job de faire ce travail-là. Par contre, notre job, il est d'accepter de le faire et de choisir de le faire, c'est tout. Parce que l'énergie du vivant, cette intelligence créatrice qui nous a permis d'arriver jusque-là aujourd'hui, qui permet à notre planète de survivre depuis des millénaires, eh bien, c'est cette intelligence-là qui fait le travail. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, je le redirai plusieurs fois, mais ce travail de transformation, c'est-à-dire de décantation de ce qui n'est pas nous, et je pourrais aller plus loin pour expliquer ça tout à l'heure, eh bien, se fait de façon très fluide, dans la mesure où nous acceptons de traverser des émotions qui ne sont pas forcément évidentes, mais qui sont liées à des peurs que nous avons à quitter. Donc ça, c'est la deuxième étape. Donner du sens, comprendre. Oui. Oui. Donc, deuxième étape, c'est autour de la raison d'être, si je comprends bien, Fabienne. C'est ça. Donc, apprendre qui nous sommes, qui n'est pas celui que souvent nous avons cru être suite à la construction d'une personnalité qui s'est emmanchée d'une certaine façon que nous décrirons peut-être tout à l'heure de façon un peu plus précise. Donc, c'est apprendre à nous connaître, mais à nous connaître hors nos mécanismes de défense, si je veux donner un nouveau mot qui peut parler à certains. Qui je suis et non pas qui je crois être ou qui je voudrais être et qui n'est pas. D'accord. Donc, c'est se connecter à son être profond, à son essence aussi, c'est une autre façon de dire. La troisième étape, à partir du moment où je peux commencer à savoir, mais par mes ressentis, quand est-ce que je suis vivante, en fait, parce que c'est là que je deviens vivante, là que je commence à vibrer. Et quand est-ce que je ne le suis pas, eh bien, c'est commencer à aligner nos comportements, notre regard sur nous-mêmes, sur les autres, sur la vie. Il y a toute une transformation qui se fait imperceptiblement, qui peut être très rapide. J'ai des clients qui me disent, d'un jour à l'autre, j'ai encore eu ce matin une cliente, parce que j'accompagne un groupe dans ce chemin-là en ce moment, eh bien, tout d'un coup, toute une énergie qui revient, tout d'un coup, un fardeau qui se lâche et les choses qui se simplifient dans sa vie. Et ça, c'est son être profond qui a fait le boulot dans la nuit grâce à son travail de conscientisation qu'elle avait fait la veille. Voilà, par exemple.
Donc, il y a apprendre à marcher et en marchant, à renforcer en fait ce nouveau câblage intérieur qui est plus… en fait, c'est une vraie colonne vertébrale qui se renforce et d'apprendre à vivre avec qui nous sommes, qui nous était inconnu, mais qui nous devient de plus en plus connu. Et puis la dernière étape, c'est à ce moment-là, il y a les aspirations profondes qui émergent en nous. Il y a des nouvelles vibrations, des nouvelles sensations, parce qu'il y a le vivant qui commence à s'exprimer et nous pouvons l'accueillir. Et c'est là que la direction et le sens de notre projet de vie, le sens de direction sur lesquels on pourrait se poser des questions, c'est clair. Voilà. Donc le sens, il va arriver de notre environnement. Il va arriver de nos interactions avec l'environnement. Ça va pas venir de la tête. Ça va être un dialogue avec la vie qui va pouvoir commencer à nous apporter les réponses parce qu'on va être capable de les entendre. Donc, première étape, c'est retrouver ses sensations, c'est ça? Oui, c'est retrouver, oui, ouais, c'est ça, se connecter. Se connecter. La deuxième, c'est travailler sa raison d'être, c'est ça? Oui. Pourquoi on est là, aller se demander… Ouais. Et ça se passe avec le cœur. Ah oui, pas avec la tête, avec le cœur. Travailler, il y a un truc un peu mental, c'est pour ça que j'ai agi. Voilà, la troisième, c'est finalement une fois qu'on ressent et qu'on sait quelle est sa mission de vie, c'est ben voilà, on y va. Oui, en fait, à la troisième déjà, tu commences à marcher et c'est quand même un nouvel équilibre à trouver, quoi. L'équilibre n'existe pas dans le vivant, hein, mais c'est en fait, c'est un ancrage nouveau. Il y a quelque chose qui descend au corps et au ventre et c'est vraiment très sensoriel. Et on découvre, je me lève le matin et je vis ma vie et puis je suis là, mais je suis en joie alors que ma vie est complètement simple, alors qu'avant j'avais besoin d'être stimulée toute la journée par des sorties le week-end pour pouvoir supporter la semaine. Ça, c'était moi il y a quelques années. Et bien là, tout d'un coup, j'ai aucun projet. Là, j'ai un week-end, je suis toute seule et je me sens super bien. Je suis en joie en regardant les fleurs qui sortent du printemps. Et donc, c'est ça la troisième étape, c'est commencer à laisser monter ces nouvelles sensations, ces nouvelles aspirations qui viennent du fond. Et petit à petit, un désir émerge et va nous donner une direction du sens de ce que l'on veut construire dans la vie. Hein. Et c'est là où on va avoir un cap sur notre chemin incertain. Incertain, oui, donc au regard de l'extérieur, mais complètement certain de l'intérieur, parce que notre nouvelle sécurité, elle sera intérieure. D'accord. Et le 4, c'est la question de l'interaction? Oui. Alors, je peux donner un exemple tout récent, parce que j'ai essayé de trouver un exemple. Au début du confinement, donc je me suis retrouvée, comme tout le monde, arrêtée en plein vol. Et les premiers jours, les premières semaines, enfin, première semaine maximum, je me suis évidemment posée. Et puis, j'ai commencé à prendre du temps pour écouter, en fait, vers où allait mon mouvement intérieur. Parce que quand on avance en terre incertaine, en fait, on se guide. La barre de notre bateau intérieur, c'est notre mouvement intérieur, les mouvements qui montent du ventre, en fait. C'est vraiment de ce centre-là. Et cette énergie-là, quelle dynamique, vers quoi elle me portait? Est-ce que c'était vers comme beaucoup de mes amis d'ailleurs, on va se poser, on va aller admirer les fleurs tous les jours, on va méditer beaucoup, on va faire du sport. Je vais vraiment me mettre à l'écoute du ciel. Et moi, en fait, malgré mon désir de vivre ça, parce que j'ai grande soif de vivre ces moments-là, eh bien mon énergie, elle allait pas dans cette direction-là. Et elle allait vers, j'ai eu une conviction assez rapide que, comme beaucoup, hein, que l'adaptation, elle allait devoir se faire et parce que le changement était permanent, surtout sur le mode de travail à distance, si je prends que cet exemple-là. Donc moi, dans mon métier, c'était important que je me monte en compétence sur tout ce qui était distanciel pour les accompagnements d'équipe et même pour rendre plus ludique, agréable et puis même expérimenter comment avec le corps et avec le cœur, nous pouvions à distance, en groupe, vivre des choses qui assez géniales en fait, ce que j'ai découvert. Alors qu'avant, on avait cette croyance que hors du présentiel,
point d'énergie, point de contact, point de lien, alors que pas du tout. Et tout ça, je l'ai expérimenté pendant le confinement. J'avais des amis qui me faisaient douter de temps en temps au début en me disant mais je suis pas du tout ça, je suis pas dans mon axe, je suis pas en train d'accepter la réalité justement telle qu'elle est, de me mettre à son tempo, le tempo de beaucoup de gens en France. Et moi, mon tempo, il n'était pas là. Et donc avec le recul, j'ai commencé à avancer. Et ce qui m'a permis de confirmer ce chemin-là, c'était la fluidité de mes contacts, la fluidité, le plaisir que j'avais aussi. Donc, je vous donne des clés aussi de confirmation de ce chemin dans l'incertitude. C'est le plaisir, une joie malgré un travail de 15 heures par jour pendant semaine et week-end pendant 2-3 mois. J'avais l'énergie, j'avais de la joie, j'avais du plaisir et aussi ces réponses de l'environnement qui venaient. Et donc cette fluidité et aussi j'ai rencontré des ressources. Voilà, ça c'est une autre grande clé lorsqu'on se met à marcher sur son chemin, lorsqu'on est remis sur son chemin à l'étape 1 et 2 et que l'on commence à marcher sur son chemin à l'étape 3, eh bien les ressources dont nous avons besoin pour accomplir son projet et pour nous réaliser, eh bien nous sont apportées par la vie de façon fluide et simple. Voilà. D'accord. Je vois le principe. J'espère que les personnes qui nous écoutent le voient aussi. Mais concrètement, je suis dans une activité professionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu as des exemples concrets pour donner du corps et de l'illustration à ce que tu viens de nous dire, qui est plutôt un principe, qui est plutôt quelque chose que toi-même tu as vécu, donc dont tu peux bien parler. Mais concrètement, comment ça peut se passer? Est-ce que tu as quelques exemples d'éléments assez concrets pour que oui. Donc j'ai l'exemple d'une dirigeante donc d'une grande entreprise dans l'énergie qui était responsable marketing et commercial d'une BU de 1500 personnes et elle dirigeait une équipe de 15 personnes et elle arrive dans mon cabinet, elle avait une jambe cassée déjà. Donc, elle s'était cassée il n'y a pas longtemps. Elle était très stressée. Elle avait déjà un burn-out à son actif. Et elle était en très mauvais état. Donc, ce que j'ai compris assez rapidement, c'est qu'elle se jugeait continuellement, qu'elle se suradaptait complètement aux demandes de son environnement, ce qui faisait qu'elle était épuisée et qu'elle n'osait faire aucune demande à sa hiérarchie. Et sa demande venait à moi-même d'une situation dans laquelle elle se sentait complètement écartelée parce que sa BU était réorganisée et que on lui avait rien proposé. Et donc elle subissait ça sans réaction et elle pensait à changer de place, donc à la mobilité, sans rien dire. Donc intérieurement, elle était pas bien et extérieurement, elle avait les meilleurs bonus de sa BU et son chef était super content d'elle. Donc c'est intéressant de voir comment les apparences sont souvent très trompeuses et elle est arrivée en me disant mais moi j'ai pas de fécondité dans ma vie, je voudrais profiter de cette occasion d'avoir un accompagnement payé par la boîte pour trouver un peu du sens à ma vie. Et elle comprenait là, et nous comprenions ensemble qu'elle ne pouvait pas trouver le sens de sa vie, qui est quand même la question de beaucoup de personnes, parce qu'elle n'était pas en contact avec ses sensations, avec sa réalité. Ce malaise et ces angoisses qu'elle vivait au quotidien barraient complètement le chemin de son être, tout le pipe intérieur qui lui aurait permis d'être à l'écoute de ses sensations et de ses aspirations. Donc voilà, donc je lui ai proposé de l'accompagner. Et donc, pour aller rapidement, elle a donc dans le travail que je propose, il y a un état de vie que l'on fait, un diagnostic de là où l'on se trouve, dans qu'est-ce qui est vivant et qu'est-ce qui est arrêté en fait voilà, où est-ce que c'est la capacité c'est bloqué.
Et donc, on va relire toute la vie de la personne. Et parce que c'est dans notre histoire personnelle que se trouve l'origine, en fait, de nos limitations d'aujourd'hui. Que ce soit des limitations en termes de potentiel et de compétences, mais aussi notre incapacité à voir demain et à se sentir en confiance avec nous-mêmes et en confiance dans l'incertitude de la vie, qui, je le répète, fait partie intrinsèque de la nature du vivant. Et donc, une des choses principales, je crois qu'il a vraiment débloqué, c'est de se rendre compte d'une loyauté inconsciente qu'elle avait choisie enfant et qui était elle avait cru comprendre qu'elle devait protéger ses parents. Donc, il y a un certain nombre de circonstances dans sa petite enfance qui lui ont fait choisir inconsciemment de se sentir responsable de ses parents et de les prendre en charge. Et elles se sont retrouvées à 52 ans à aller leur téléphoner tous les jours, pratiquement 2 week-ends par mois à aller à l'autre bout de la France pour les rejoindre. Et son énergie était orientée vers ses parents. Donc, vous comprenez bien que quand notre énergie est soit habitée par quelqu'un d'autre, par une mission de vie qui ne nous appartient pas, ou par des personnes de notre famille, ou ça peut être quelqu'un d'autre qui n'est pas nous, eh bien, notre terre intérieure est occupée et que nous ne pouvons pas la régénérer et elle ne peut pas recevoir les informations de la vie dont elle a besoin, comme dans un jardin, on imagine la terre, pour recevoir l'eau pour que la plante pousse, il faut que la terre soit aérée, qu'elle soit libre. Eh bien, si notre terre intérieure n'est pas libre, eh bien, nous ne pouvons pas avancer. Et en quoi pour cette personne-là, pour Mathilde, le volet de protection, enfin de se sentir responsable de ses parents, l'a bloqué dans son évolution professionnelle? Eh bien, le lien a été très vite fait parce qu'elle est venue toute seule. Elle m'a dit, mais alors je comprends comment cela fait des années que je me sens responsable de ma boîte, de son organisation, au-delà de son service, parce qu'elle était en N-2-3, elle est toujours d'ailleurs de cette grande entreprise. Eh bien, elle prenait à cœur, mais elle prenait en charge. Donc ce qui expliquait ces burn-out. C'est-à-dire que dès qu'il y avait un problème, eh bien, elle se sentait complètement responsable du problème. Et donc, elle se sentait en devoir de le résoudre. Et c'est ça qui faisait qu'elle vivait plus et qu'elle se culpabilisait et qu'elle se jugeait sans arrêt. Je crois que dans l'histoire, après, une fois qu'il y a eu ça, elle a pu s'ouvrir. Et c'est vrai qu'on avait convenu que on commençait les questions à 30, il nous reste 5 minutes. Et peut-être que lors des questions, on pourra, s'il y en a sur ce sujet-là. Tu as d'autres exemples? Oui, il y a un autre exemple. Donc, voilà. Je vais le nommer Pierre. Je prends un homme pour être équitable. Il s'appelle comme toi, tant pis, c'est pas toi. Donc, en fait, c'est l'histoire d'un homme, grand avocat international, très, très compétent et qui, en fait, tourne en rond dans des petits cabinets d'avocats. Et donc, et qui se pose la question de sortir de ce cabinet et de développer son réseau et de faire venir des clients sur son nom. Il avait vraiment fait des réalisations dans le domaine international pour des pays, pour des gouvernements. Et son projet, après, qui est sorti, c'est de travailler l'éthique par le juridique, résoudre des problèmes éthiques et juridiques des organisations pour développer leur performance. Ça, c'était son projet de vie après. Eh bien, lui, en fait, il avait été humilié constamment dans son enfance par son père. Et donc, en tant que petit garçon, parce qu'il faut savoir que quand on est petit, on n'a pas du tout la même conscience de notre capacité à nous défendre, à nous protéger, comme nous pouvons l'avoir maintenant aujourd'hui. Et donc, il avait instinctivement, pour préserver l'amour de son père, parce que c'est vital pour un enfant de préserver l'amour de ses parents, sinon il ne survit pas, eh bien, il avait décidé de rentrer sa colère contre son père, de se couper de son père pour pas ressentir ce sentiment de rejet et d'impuissance face à lui, donc de se couper de ce sentiment, de cette peur existentielle d'impuissance et de retourner la colère qu'il avait contre lui-même, contre son père, contre lui-même. Ce qui faisait qu'en entreprise, eh bien, il se sabotait tout le temps. Il est arrivé en me disant « Je ne m'affirme pas vis-à-vis de ma hiérarchie, je procrastine tout le temps, je n'ai aucune influence sur mes équipes,
je passe mon temps à micromanager et je travaille pas toute la politique, toutes les relations politiques que je devrais travailler. Il était en dépression, il était angoissé constamment, parce que cette colère qu'il ne se permettait pas d'exprimer à l'extérieur, en se retournant contre lui-même, eh bien, provoquait tous ces symptômes. Hein, parce que la colère, c'est une énergie et on peut pas juste la faire disparaître. Elle doit arriver quelque part. Et donc, quand on ne s'exprime pas notre colère, elle se retourne contre nous, elle crée tous nos symptômes de maladie et puis psychique aussi. Et surtout, eh bien, il avait rejeté l'autorité parce que, et c'est ça le lien avec le travail, c'est que quand on rejette son père dans son enfance, eh bien, on rejette l'autorité et tous les référents parentaux, paternels en l'occurrence, que représentent nos boss et la hiérarchie et l'État et tout ce qui représente des règles et des process. Ça peut être jusqu'à pas accepter de suivre une consigne. Hein. J'ai rencontré des personnes comme ça. C'est lié à des choses de l'enfance. Et donc, il se sentait aussi absolument pas reconnu. Alors, il se sentait pas reconnu pas parce qu'il ne l'était pas, mais parce qu'il s'était fermé à sa capacité d'entendre ces signaux faibles de reconnaissance de l'autorité, de par la fermeture qu'il avait opérée vis-à-vis de son père. Donc, c'est juste pour donner quelques éléments de tout l'impact, en fait, de ces comportements défensifs lorsque nous sommes petits, qui sont vitaux pour nous, c'est-à-dire que nous avons à les accueillir, ces comportements-là, et surtout pas à les juger, parce qu'ils nous ont protégés à l'époque et ils nous ont permis de développer notre talent et de devenir qui nous sommes. Mais aujourd'hui, à l'âge adulte, et c'est le sens de notre condition humaine et de notre chemin sur Terre, c'est de nous libérer de ces mécanismes de défense qui obstruent le chemin et qui nous empoisonnent la vie, qui nous polluent la vie, pour pouvoir découvrir ce paquet cadeau qu'est la vie et qui nous a été offerte. Voilà, c'est très vite. D'accord. Et donc, je sais qu'on pourrait, sur la question des exemples, en parler longtemps. Si j'entends, avant de passer au module question, il y en a déjà 2, et puis ceux qui ont envie d'en poser, n'hésitez pas, hein, vous avez le chat à votre disposition. Finalement, naviguer en terre inconnue avec sérénité, c'est aller chercher sa boussole intérieure, ses références, aller chercher par les 4 étapes que tu nous as indiquées, donc le fait de se connecter, à se reconnecter à ses sensations. Tu as parlé du pipe, du tuyau, voilà. La deuxième chose, c'est de se dire, mais finalement, je suis là pourquoi? La troisième, c'est de commencer à marcher en se disant, tiens, où est-ce que je vais? Qu'est-ce qu'il arrive? Et finalement, la même chose, on fait la même chose, mais il y a plein de choses auxquelles on est plus sensible. Et la quatrième, c'est des histoires d'interaction. Ce que je retiens aussi des histoires d'interaction qui donnent la direction du projet de vie, du sens. Ouais. Et l'autre chose que j'ai entendue dans ce que tu nous as apporté, c'est le fait que des mécanismes de protection qui viennent de l'enfance peuvent être des éléments qui perturbent notre façon de faire en entreprise dans des éléments limitants. Hein, voilà. Et donc, toi, ce que tu proposes, c'est aux personnes de justement partir de cet espace, je ne sais pas comment on pourrait le qualifier, où on est dans le moi-jeu, enfin, oui, dans lequel on est. Le moi-enfant. Le moi-enfant. Le moi-enfant. Oui, le moi-jeu. Voilà, un endroit où on est plutôt dans son être, dans ce qu'on est, dans le je suis. Voilà. Hein, voilà. J'ai une première question d'Anne-Hélène qui nous demande comment aller vers sa raison d'être par le cœur et pas par la tête. Donc, c'est la première étape. C'est la première étape. Alors, donc, il y a déjà ce diagnostic dont je vous ai parlé. Donc, il y a vraiment un document que j'écris avec les paroles de la personne qui est restructuré et qui permet à la personne, comme les exemples que je viens de vous donner, de comprendre ce qu'elle a choisi quand elle était petite, en quoi ça a été utile à l'époque et en quoi aujourd'hui ça me limite aujourd'hui, pour que dans sa liberté, elle choisisse de faire autrement. Et là, je lui propose des repères. Donc, il y a des repères existentiels qui sont à apporter. Je vous parlais de repères au début. Et puis, on co-construit en fait ce plan d'action, parce qu'il y a un véritable plan d'action, qui va lui permettre de décoller de ce quai 12, qui est une autre référence. L'image, c'est on arrive sur Terre sur un quai,
Et on a tout notre chemin, c'est de revenir à notre quai intérieur, que j'appellerais le quai 3. Symboliquement, il a du sens, mais voilà, disons ça ensemble pour aujourd'hui. Et donc la première chose pour pouvoir sortir de la tête, hein, du mental, c'est déjà de découvrir que nous sommes extraordinaires et que nous avons tout en nous nous sommes un diamant très précieux, que nous avons été, qu'il y a un projet que la vie a pour nous, du fait que de notre création, parce que je vous rappelle, hein, la rencontre du spermatozoïde et de l'ovule, c'est atomique, la rencontre, hein, c'est au même niveau d'énergie qu'une réaction atomique. Donc il y a quelque chose, le vivant a mis beaucoup de moyens pour nous créer, et donc il y a un projet extraordinaire pour nous. Donc déjà de le reconnaître, parce que beaucoup de gens, parce que la première étape, c'est déjà de reconnaître notre valeur qui est unique, et de reprendre confiance en cela, et reprendre confiance en la vie va nous donner les forces dont nous allons avoir besoin pour ne plus nous accrocher au mental et accepter ce saut dans le vide. Ça va être un saut au début, ça peut être très rapide, mais ça va être un saut dans nos sensations. Voilà. Parce qu'il faut bien comprendre que nous avons été construits en essayant de contrôler tout avec notre tête et notre mental, surtout en tant que Français, quoi, hein. Donc, on en a une couche de plus en tant que notre agrégore français est assez puissant sur le mental. Donc, accepter d'expérimenter que c'est pas parce que je ne contrôle pas la relation ou ce qui va se passer dans la réunion de demain que je vais mourir. Parce que existentiellement, l'enfant en nous croit que s'il ne contrôle pas, pour beaucoup d'entre nous, il est en risque de mort dans sa perception d'enfant. Voilà. Et sur ce disque dur est toujours là. Et donc, ce disque dur, on a à le dégripper, quoi, quelque part. On a à le déconditionner pour faire rentrer le logiciel de la vie, et ça va prendre un petit peu de temps. Donc, voilà. Donc, passer du mental à la sensation, c'est une histoire d'entraînement, c'est une histoire d'expérience qui se fait petit à petit en marchant, à partir du moment où j'ai compris ce qui me bloquait, et donc j'ouvre ma conscience et mon attention. Voilà, la clé, c'est l'attention sur ce qui se vit en moi à l'instant présent. Donc, comment on dit déjà, l'arme de construction massive, c'est notre attention. Et toute l'énergie de transformation pour passer du mental à l'intelligence de notre cœur et de notre corps, ça va se faire comme par magie, je le redis, mais avec notre liberté. Et j'y tiens beaucoup parce qu'il y a plein de techniques aujourd'hui qui vous font croire que automatiquement, si vous allez voir un tel et un tel, par l'opération du Saint-Esprit, entre guillemets, eh bien, vous allez être guéri sans souffrance, sans effort. Ce qui est absolument faux. Alors, vous allez peut-être avoir des symptômes de quelque chose qui va mieux, mais ça va se répercuter ailleurs dans votre vie et dans votre être, et vous allez avoir d'autres choses qui vont aller mal. Parce que nous sommes des êtres vivants et des personnes humaines, et nous avons notre outil merveilleux de croissance. Les plantes l'ont pas, mais nous l'avons, c'est notre attention, notre conscience. Et donc, dans notre liberté, nous pouvons choisir de poser notre attention sur ce qui se passe en nous. Et peut-être qu'au début, tu vas rien sentir, Anne-Hélène, et je peux t'assurer que si tu acceptes de rester et de demeurer quelques secondes, jusqu'à 30 secondes en respirant, parce que c'est par la respiration que les informations remontent de notre corps vers notre cœur et notre esprit, notre cerveau. 80% des informations montent du bas vers le haut, ce que les neurosciences ont découvert et ce qui confirme ce que je vous dis. Eh bien, par la respiration, en demeurant dans cet inconfort qui est d'être dans une forme de vide et de rien, eh bien, et en acceptant que ce que vous ressentez, c'est pas un truc extraordinaire, parce que beaucoup de gens restent bloqués parce qu'ils s'attendent à quelque chose d'extraordinaire.
Et donc, ils ont une pensée sur ce que doit être leur sensation. Et ça, c'est encore un facteur de blocage. Mais d'accepter la simplicité et l'évanescence, en fait, d'une sensation qui peut être très légère, mais de demeurer avec elle, de lui donner de la présence, un espace, vous allez voir qu'elle va s'épanouir dans vos cellules et que si vous acceptez qu'elle soit telle qu'elle est, eh bien, vous allez petit à petit développer de nouveaux synapses, parce que c'est le neurotransmetteur qui nous apporte ces informations, et petit à petit, ben, vous allez en développer votre capacité à être en contact avec vous-même. Merci. Donc, en fait, si je comprends bien, l'arme de construction massive, c'est l'attention. Oui. L'attention à ces sensations. Ouais. J'ai une question de Karine qui nous demande comment repousser les éléments et les personnes néfastes et perturbateurs avant d'avancer, que ce soit aussi bien familiaux que pro. Qu'est-ce que tu voudrais partager à Karine? Parce que quand on a l'attention, on a peut-être aussi l'attention de personnes enfin, qui sont Ouais. néfastes ou qui viennent perturber. Oui, alors tout à fait. Déjà, c'est une super nouvelle que Karine, tu t'en sois consciente, parce que c'est déjà une super étape, d'être conscient qu'il y a des relations qui sont toxiques et d'être consciente et d'accepter que ce soit pas, d'accepter de vouloir autre chose et de vouloir du bon, d'être bien avec toi-même et d'avoir du plaisir et de te sentir confortable, surtout, c'est le mot, dans la relation. Donc déjà, c'est une étape très importante. Et donc, sa question, c'est comment repousser. C'est ça? C'est ça. Oui, tu veux que je te la relise? Oui, si c'est repousser. Des personnes, comment repousser les éléments et personnes néfastes et perturbateurs afin d'avancer? Voilà. Alors, l'idée là, ça va être. Alors, ça me permet ta question d'apporter une autre notion qui est celle de l'autonomisation et de la responsabilisation de soi. Sur ces 4 étapes, en fait, vous avez dû comprendre qu'en étape 3, en fait, on devient 100% responsable de soi. Ça fait partie du chemin. Voilà. Et donc, lorsque je deviens responsable de moi-même, je deviens responsable de ce que je fais pour me protéger et de ce que je fais pour me développer. Et donc, je vais aller chercher mes ressources et je vais me protéger de ce qui n'est pas bon et ce qui infecte ma terre, en fait, quelque part. Donc, contrairement aux plantes dont je parlais tout à l'heure, nous avons la capacité de nous déplacer. Et donc, en fait, là, ce qui va être important, c'est d'arrêter de croire que les autres peuvent changer, parce que ça, c'est une illusion et un fantasme total. Et puis de revenir à l'intérieur de soi et de regarder, observer la réalité. Ça veut dire, voilà, avec un tel et un tel, eh bien, je me sens mal, je perds mon énergie et je mets 3 jours à m'en remettre. Eh bien, je ne vais juste plus revoir la personne. Moi, j'ai fait ça 2 fois dans ma vie. Je peux le partager parce que ça paraît facile là. Et j'ai dû quitter 2 maris. Ça a été des bouleversements énormes dans ma vie. Je me suis retrouvée toute seule avec un rejet social et familial et j'ai cru perdre mes enfants. Et la vie a vraiment été là pour m'apporter ce dont j'avais besoin pour continuer mon chemin. Et aujourd'hui, je suis seule. Et en fait, ce que j'avais à apprendre de la vie, grâce à, et je peux le dire aujourd'hui, je ne pouvais pas le dire à ce moment-là, grâce à ce chemin que j'ai pris inconsciemment, eh bien, c'était justement d'être bien avec moi-même, d'être dans la joie et dans un sentiment de complétude sans avoir à dépendre de quelqu'un ou de dépendre d'une croyance que quelqu'un allait me combler dans mes manques. Et je pense que peut-être que c'est ça dont tu dois avoir peur, Karine, en imaginant quitter, parce que quand on quitte des relations de dépendance, eh bien, c'est la peur de manquer qui généralement est présente. Voilà. Donc, en fait, le message aussi que je veux passer, c'est que la vie est notre mère nourricière. Elle sait mieux que nous ce dont nous avons besoin pour nous épanouir et pour jouir de la vie. Parce que ce terme de jouissance, il est important. Nous sommes appelés à être dans la joie. Et c'est ce que tellement d'entre nous avons oublié. Et c'est ce que nous avons à découvrir. Pourquoi? Pour nous-mêmes, mais aussi pour le monde. Parce que l'enjeu, c'est la transformation et la mutation du monde aujourd'hui aussi. Mais elle dépend de la nôtre. Voilà. Okay, super.
Attends, je regarde s'il y a une autre question. Je ne sais pas si ça répond à Karine. Si, j'entends ce que tu dis, ça me confirme vers quoi je voulais aller, mais cela reste très difficile pour moi et incompréhensible pour eux. Merci pour tes mots qui me rassurent. C'est vrai que j'allais te poser, si tu ne l'avais pas abordé, des éléments sur ton chemin de vie qui ont fait que tu es arrivé là. Voilà. Mais j'aurais tout à l'heure, en fait, tu nous as dit que tu avais accompagné, tu nous as donné l'exemple de Mathilde, l'exemple de Pierre. Est-ce que tu as d'autres exemples qui permettraient à ceux qui nous écoutent de voir s'ils se retrouvent ou s'ils retrouvent des points qui les font résonner en eux? Je crois que tu avais préparé un certain nombre de... Ouais, alors oui, en fait, je suis en train d'essayer de le relier à ta question. En fait, par rapport à l'étape 1, je peux donner des exemples de situations de vie enfant que les personnes ont découvert en fait. En fait, elles racontent leur histoire et souvent on n'est pas conscient de la façon dont nous avons vécu nos relations dans notre famille lorsqu'on était enfant. Et je peux donner des exemples de situations qui ont entraîné des décisions de survie. Et ces décisions de survie et ces croyances de survie, je les appelle de survie parce que c'était important à l'époque et elles nous ont permis de nous survivre. Eh bien, aujourd'hui, ce sont des comportements et des croyances qui nous empêchent d'avancer sur ce chemin d'incertitude. En pratique, tu as quelques exemples? Ouais. Donc, en fait, il peut y avoir, alors, c'est des exemples de situations. Donc, il peut y avoir, vous pouvez avoir vécu, ou je peux avoir vécu, je veux dire ça à la première personne, une situation d'envahissement et d'étouffement affectif d'une mère vraiment très présente dans mon enfance et qui a pu me faire abdiquer sur ce que je vivais à l'intérieur de moi et me suradapter à ses demandes. Et donc avec une grande difficulté à me faire confiance, à faire confiance aux relations et des croyances qui peuvent être devenues, eh bien, d'être exemplaires pour pouvoir, survivre à cet étouffement. La seule issue à l'époque, c'était de répondre au cordeau à tout ce qu'on me demandait de vivre. Donc, on imagine aujourd'hui en quoi ça peut nous limiter dans le développement de notre potentiel. Un enfant unique qui est éduqué dans un environnement de grande solitude et solitude sociale aussi, parce que ses parents étaient un peu en marge de leur village en plus. Eh bien, et la décision de vie, c'était je dois à tout prix réussir pour être reconnu et aimé. C'est ce qu'il a compris qu'il devait faire à travers sa vie familiale. Eh bien, cette personne-là, arrivée là où elle est, c'est un DRH, il me revient en mémoire d'une grande entreprise. Eh bien, avec cet objectif-là de réussir à tout prix, il est complètement bloqué dans sa capacité à trouver du sens dans sa vie aujourd'hui et puis à être heureux parce qu'il a aucune joie. Il est complètement coupé de sa capacité à profiter de la vie, à avoir du plaisir, à recevoir aussi du bon et de la nourriture en fait de la vie. Voilà. Une autre, ça peut être aussi le manque de pères. Beaucoup de mes clients ont eu des pères parce que c'était aussi d'époque. C'est moins vrai pour les jeunes générations aujourd'hui, mais pour notre génération, des pères qui ne les regardaient pas, qui étaient très accaparés par leur travail et qui, quand ils arrivaient dans la maison, il y avait des règles et ils l'ont ressenti comme un formatage. Donc, il y a déjà deux choses là. Je suis pas reconnue par mon père, donc moi, je me reconnais pas, j'ai pas de valeur et donc on va chercher un père partout à l'extérieur. Donc, dans son travail, eh bien, on va peut-être se construire à partir de modèles qui vont ressembler à son père. Et on va répéter ça dans nos différentes jobs et on va se retrouver comme par inadvertance. Enfin, c'est une répétition de scénario avec des hommes ou des femmes qui ont des caractéristiques de notre père, parce que c'est pas forcément des hommes, qui vont avoir les mêmes comportements que notre père. Et ça, c'est la vie qui nous envoie ces expériences pour nous permettre d'apprendre à traverser cette situation en grandissant à l'intérieur de nous.
en apprenant à gérer cette peur, ce sentiment de non-valeur, et en apprenant à la construire. Parce que c'est à nous de nous apporter ce sentiment de valeur, à nous de nous apprendre à nous aimer, et c'est à nous d'apprendre à nous sentir compétents dans la vie, à nous sentir capables de faire face. Alors qu'enfant, nous croyons que c'était nos parents qui devaient nous l'apprendre, et puis beaucoup d'adultes aujourd'hui croient que c'est aux autres de nous les apporter ces informations-là. C'est à nous d'apprendre à nous les construire. Comment, tout à l'heure, tu as parlé de l'attention comme premier pas. J'ai une question d'Élodie. Élodie nous demande, au-delà de l'attention, que pensez-vous de l'intuition comme deuxième arme, ou est-ce que l'intuition est liée à l'attention selon vous? Comment tu nous as parlé de l'attention, mais l'intuition, tu la situes comment par rapport à ce que tu as... Oui, et puis surtout, tout le monde en parle, et puis je cherche pas forcément à avoir une description parce que j'ai pas envie d'enfermer, hein, la vie est un mystère. La façon dont moi, je parle fort, quand je dis que j'ai de l'intuition, en fait, pour moi, c'est une information du vivant. Et cette information, en fait, je sens que je la reçois, et je la reçois à travers mes sensations. Donc, en fait, c'est une alchimie qui se fait et que je comprends pas, mais je sais que quand je me mets à l'écoute de la vie et à l'écoute de moi en interaction avec la vie pour sentir c'est quelle décision je dois prendre, parce que c'est le thème d'aujourd'hui. Moi, toute la journée, je suis en train quand j'ai des décisions à prendre, je me mets à l'écoute, mais j'essaye d'écouter mon mouvement intérieur. Et quelquefois, donc c'est ça l'intuition, il y a des pensées qui me traversent et je sais qu'elles me viennent d'ailleurs. C'est comme quelque chose, alors c'est très personnel et c'est très unique. Moi, ça me vient comme ça. Et donc et lorsque les deux sont alignés, il y a quelque chose d'une évidence qui font que je vais aller dans une direction plutôt que dans une autre. Donc en fait l'âme s'incarne dans le corps, l'essence s'incarne dans le corps. Donc vraiment notre tableau de bord il est absolument pas dans le mental. Et pour reprendre ce que je disais tout à l'heure à Anne-Hélène, retirer ces projections, ça veut dire arrêter de se juger, arrêter de commenter, arrêter de justifier, de rationaliser. Tout ça, ce sont des tueurs de puissance de vie, quoi. C'est nos, je sais pas comment trouver un mot, alors, je sais pas quel mot trouver maintenant, mais en fait, c'est notre mécanisme de défense, ok. Mais aujourd'hui, dès que je me mets à penser sur moi-même ou un autre ou la situation, eh bien, je suis aux prises avec le moi-je dont je parlais tout à l'heure, mon ego, certains le disent comme ça, mes mécanismes de défense, avec en fait une part de moi que j'ai à quitter pour devenir qui je suis. Tu nous as parlé beaucoup du personnel et on a aussi parlé du professionnel. Tu accompagnes des individus, mais tu accompagnes aussi des entreprises. C'est quand même un peu touchy ce que tu nous racontes en entreprise. Ça passe? Il y a des gens... Comment... je raconte pas ça. Alors, en entreprise, comment ça se passe? C'est-à-dire, tu racontes peut-être pas ça, mais je pense que la source est assez proche. En entreprise, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, en fait, je porte ça parce que c'est ce qui m'anime et c'est ma mission de vie, en fait. Donc, quand je suis appelée en entreprise, donc si j'accompagne des dirigeants, donc ils sont en entreprise, mais je les accompagne de façon individuelle. Donc là, évidemment, c'est ce chemin-là pour ceux qui viennent et qui me demandent pour le développement de leur leadership, parce que c'est comme ça que je l'appelle, ou trouver du sens, ou développer son potentiel. Souvent, ça passe par ce genre de chemin, d'une façon ou d'une autre. Ça peut être de façon très concentrée en quelques jours, et ça peut être sur un mode un peu plus étalé. C'est toujours du sur-mesure. Pour une équipe, il y a là, par exemple, il y a une équipe avec qui j'ai été mise en contact, et il se trouve qu'ils m'appellent pour les accompagner à définir leur futur souhaitable, comment ils vont travailler dans 2-3 ans avec cette nouvelle réalité.
Et c'est toujours une histoire de réalité. Moi, c'est ce que je dis aux équipes comme aux personnes et que je me dis à moi-même. La réalité, commençons à l'observer. Donc, je travaille avec les quatre étapes dont j'ai parlé tout à l'heure, mais pas de façon, évidemment. Je suis pas engagée aujourd'hui à travailler. Je l'ai fait, hein, la vision, la raison d'être, et puis après la transcription dans les comportements. Bon, voilà, je suis pas coach d'organisation. C'est pas là où je suis aujourd'hui. Je serai peut-être un jour, mais pas aujourd'hui. Par contre, quand une équipe vient pour redéfinir son sens, et en fait, elle vient pas pour ça au départ. Elle vient pour mieux travailler ensemble et développer sa performance, entre guillemets, parce que c'est un terme qu'on va de moins en moins utiliser maintenant. J'ai du mal à utiliser ce mot-là. Aujourd'hui, c'est autre chose. Hein. C'est comment est-ce que je me mets en condition pour servir le vivant et déployer tout le potentiel de notre équipe ou de notre organisation. Et l'abondance, la croissance, c'est un effet. Ils viennent en surcroît. Je crois fondamentalement qu'on n'a pas à le chercher parce que là, on se bloque tous les moyens pour y arriver. Par contre, si on commence à écouter ce qui nous rassemble, ce qui nous fait vibrer et pulser ensemble, et ce qui nous anime, et comment ensemble nous voulons apporter du meilleur à notre écosystème dans tous les secteurs d'activité, quels qu'ils soient, et bien là, on commence à avoir vraiment une énergie créatrice. Et moi, je suis là pour juste mettre en compte, pour proposer des conditions pour que cette énergie se déploie. C'est ce que j'appelle développer la puissance du sens en action. En fait, la boîte noire, je ne l'ai pas, hein, je le redis. Mais moi, je suis là pour juste apporter les conditions pour que l'énergie fasse son travail, l'énergie créatrice, le principe du vivant, l'amour, Dieu, ce que vous voulez comme nom. Pour moi, c'est la même chose. On est quasiment au bout de ce qu'on avait convenu. Hein. On est à 55 minutes d'échange et de questions. Est-ce que je pourrais demander aux personnes qui sont participantes de nous dire, soit éventuellement une dernière question, mais surtout, ce qu'on aimerait, nous, c'est de savoir avec quoi vous partez. Parce qu'on va bientôt arrêter, mais de tout ce qu'on a échangé, avec quoi vous repartez, qu'est-ce qui a fait sensation, qu'est-ce qui a attiré votre attention, qu'est-ce qui a résonné dans tout ce qu'on a échangé. Voilà, si vous aviez la gentillesse dans le chat de nous mettre quelques éléments, ce serait vraiment super sympa à notre égard. Voilà. Il était joli ton mot. Bravo. Alors, je vois qu'il y a Johan qui est en train de taper. Il n'y a pas beaucoup de questions, en fait, je suis étonnée. Non, mais ne t'inquiète pas, c'est une évidence, mais c'est génial. En tout cas, nous n'entendons que ce que nous savons déjà. Donc, c'est super. Hop. Donner plus de place à ses sensations et se faire davantage confiance, se faire plus confiance. Alors, c'est à travers la question de Karine, il y a besoin d'un accompagnement, c'est-à-dire que pour discerner, dans la deuxième étape, ce qui est de moi et ce qui n'est pas de moi, nous sommes tellement sur disque dur que tout seul, en général, nous avons du mal à sortir de notre de la façon dont nous sommes construits et regardés pendant 20, 30, 40, 50 années. Donc, c'est une étape, nous sommes humains, nous sommes des êtres de relation, nous avons besoin d'un autre et pour nous entendre. Mais ça peut être les personnes autour de nous qui nous font des feedbacks quelquefois qui sont pas très agréables et nous pouvons choisir d'en écouter 1%. Ça, c'est une règle de vie. Si 1% de ce qui m'est retourné, qui est très désagréable, était vrai, en quoi ça pourrait m'être utile pour grandir en conscience de moi-même? Ça, c'est une petite règle que je vous propose. Un autre retour, repousser son jugement et écouter son corps. Ouais. Et un autre qui vient d'être écrit, pour ma part, ce serait la différenciation entre ma tête et mon cœur, définir ma raison d'être avec mon cœur et m'éloigner de mes parents, mais ça n'a pas l'air vraiment très simple. Ce n'est vraiment pas simple. Non. Voilà. Quitte ton pays, va vers toi-même, hein, c'est une parole importante pour nous. Je crois, et puis ce sera peut-être une autre histoire, que pour toi-même, le fait d'avoir quitté l'attente de tes parents a été quelque chose d'assez long. Oui.
Ça se fait en plusieurs étapes et il ne faut pas vouloir que ça soit tout de suite fait. C'est pas une ligne droite finalement. C'est pas ce du que tout tu une nous ligne proposes. droite, c'est une ligne sinueuse, mais à partir du moment où vous récupérez votre boussole à l'intérieur, votre connexion à cette énergie de vie qui vous mobilise de façon agréable et surtout enthousiasmante quelque part, eh bien, quoi qu'il se passe, il y a une sérénité qui s'est installée parce que vous savez comment être fidèle à vous-même. Vous savez quand vous l'êtes et quand vous l'êtes pas. Et à partir de là, eh bien vous allez rencontrer des orages, mais cette sérénité de fond ne vous quittera plus. Et en fait, elle est au fond, mais elle est aussi connectée au ciel, hein, quelque part. Hein. C'est vraiment cette verticalité qui nous redresse, qui nous remet debout et en énergie que l'on a récupérée et qui nous permet vraiment d'avancer en confiance dans la vie. Je vais dire les deux dernières qui sont sur le chat et après on vous dira au revoir. Ouvrir mon attention à la réalité et à mes sens pour que le sens prenne vie. Et réaligner tête, cœur et corps. Oui, C'est bien de finir sur réaligner tête, cœur et corps. ouais, tout à fait. Merci beaucoup pour ma part, Fabienne, de nous avoir accompagnés cet après-midi. Voilà, moi j'en ai fini, je te laisse le dernier. Écoute, merci, merci infiniment Pierre pour cette invitation et ton accompagnement. Et voilà, je voulais juste redire, ayez confiance que malgré tout le chaos qui est en train de s'installer et qui est une bonne nouvelle parce qu'il nous permet de nous sortir d'une illusion dans laquelle nous étions et qui nous avait coupé de nos capacités à être en joie, à avoir du plaisir et à vivre notre vie. Pour la plupart d'entre nous, c'est vraiment ce dont on s'est rendu compte pendant le confinement. Eh bien, c'est la grande nouvelle, c'est que la vie est là et elle nous prépare. C'est pas évident, mais elle va nous permettre d'en jouir. Voilà. Et que nous avons tout en nous pour le vivre, même dans une insécurité extérieure. Le chômage, l'insécurité va s'installer, c'est sûr, on le sait, mais c'est pour en retrouver d'autres à un autre niveau. Je pense qu'on sera beaucoup plus heureux après. Voilà. Et nous avons à le faire ensemble. C'est une autre chose aussi. Je vais pas beaucoup parler de nous individuellement, mais c'est ensemble que nous avons à co-construire cette renaissance, à la vivre et à co-construire notre futur. Mais construisons-la déjà pour nous-mêmes, pour pouvoir apporter notre pierre en communauté. Voilà. Merci beaucoup et puis à bientôt. Au revoir. Au revoir.